Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue à cette nouvelle session de webconférence en direct sur Facebook à l'initiative de la Fondation Digest Science. Je suis ravi d'être avec vous ce soir aux désormais traditionnelles sessions Facebook Live organisées par Digest Science. Je vous remercie d'être présent également. Dans ces périodes excessivement chaudes partout en France, je vais essayer d'insuffler un peu de rafraîchissement, d'air frais en discutant avec vous d'un sujet d'actualité qui est l'éducation thérapeutique ou ETP. Alors, pour certains, ça ne dit pas grand-chose et c'est l'objectif un peu de cette discussion ensemble ce soir en direct. Alors, tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Stéphane Nancet, je suis médecin gastro-entérologue. Je suis professeur de médecine à Lyon et chef de service au CHU de Lyon, un service qui s'intéresse particulièrement à la prise en charge des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, à la fois sur le plan des soins, de l'enseignement et puis de la recherche. Alors, je vous propose de commencer ce soir à aborder le sujet de l'éducation thérapeutique, qui est peut-être un peu méconnu du grand public, mais qui néanmoins joue un rôle extrêmement important dans la prise en charge de nos patients souffrant de ces maladies inflammatoires. Et ensuite, nous aurons une session de questions en direct. Donc, je vais d'abord vous dire en quelques mots, un peu si vous voulez bien, ce qu'est l'éducation thérapeutique, à qui elle s'adresse et comment elle est organisée. Puis nous passerons à la séance des questions-réponses et je vous invite dès à présent à réfléchir aux questions que vous voulez poser, à toutes les questions brûlantes en direct auxquelles j'essaierai de répondre évidemment. Donc je compte sur vous. Alors, pour commencer, peut-être quelques mots d'histoire, puisque quand est née l'éducation thérapeutique, en d'autres termes? Je crois qu'elle a toujours existé, mais sous forme de consultation, de conseil médical. Et finalement, c'est en 1922, quand il y a eu les premiers traitements par l'insuline des diabétiques, où globalement, chez ces jeunes patients diabétiques, il fallait une formation à l'utilisation non seulement de ces traitements d'insuline, mais également au maniement des dispositifs d'injection, qu'est née l'éducation thérapeutique à proprement parler. Donc les diabétologues, les endocrinologues ont beaucoup d'expérience sur le sujet, les gastro-entérologues beaucoup moins. Et puis c'est en 1998, donc il a fallu attendre finalement pas mal de temps, que l'Organisation mondiale de la santé a défini l'ETP et ses objectifs, qui finalement sont assez simples. Ils visent à aider les patients à acquérir ou à maintenir des compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie ou leur maladie chronique. Il s'agit en fait de sessions sous forme d'ateliers, de discussions entre professionnels de santé et patients, donc d'un accompagnement des patients souffrant de ces maladies chroniques par des professionnels, mais aussi par des patients dont on va revenir, ça s'appelle des patients ressources, qui aussi participent à ces ateliers avec le vocabulaire et le vécu des patients. C'est un concept donc, qui s'inscrit aussi dans la loi depuis 2009, donc dans la loi, ce que pour certains connaissent, la HPST, Hôpital Patient Santé Territoire. Donc finalement, l'éducation thérapeutique, ça correspond à tout ce que l'on peut mettre en place pour aider les patients à prendre soin d'eux. C'est en favorisant leur implication dans les décisions. C'est un peu partie intégrante de la médecine personnalisée, de la médecine prédictive. Ça favorise l'implication dans les décisions, mais aussi dans les actions concernant leur santé. C'est une vraie révolution parce qu'avant, finalement, on était dans un modèle, et on reste parfois dans un modèle encore en médecine, qui est dit paternaliste. En gros, le docteur a dit de faire cela par son ordonnance, et donc le patient doit faire cela. Alors tous ne le font pas, évidemment. Et là, on passe de ce modèle paternaliste à un modèle qui est dit partenarial. Finalement, le patient, ça devient un acteur. Il est proactif dans sa prise en charge. Il n'est pas du tout passif. Il participe évidemment aux décisions, et c'est tout le cas des décisions partagées. Il échange avec le soignant, et on change un petit peu de concept, puisqu'on n'est plus centré uniquement sur la maladie, comme ça pouvait être le cas avant, et maintenant on est vraiment centré sur le patient lui-même dans sa globalité. Alors évidemment, ces séances d'éducation thérapeutique, ça passe par une formation des professionnels de santé qui doivent apprendre à mieux écouter leurs patients, à adopter une démarche centrée sur le patient, comme je le dis, mais aussi à ne pas prendre en compte qu'uniquement la maladie, à prendre en compte la personne dans son environnement, à construire avec elle des solutions. Donc il faut connaître le patient, l'interroger évidemment, donc ça prend du temps évidemment, et c'est ces solutions les plus adaptées qui vont être mises en œuvre. Et évidemment, on comprend bien que le patient, quand sort une solution partagée, va être plus adhérent, donc observant à la thérapeutique, avec, on imagine, une meilleure efficacité de cette thérapeutique, quelle qu'elle soit, de cette stratégie de prise en charge.
Alors vous allez me dire, finalement, l'ETP, l'éducation thérapeutique, c'est bien beau, mais pour quels objectifs finalement? À quoi ça sert? Quelle est la finalité de ces programmes d'éducation thérapeutique qui se développent de plus en plus dans les maladies inflammatoires de l'intestin, mais aussi dans d'autres pathologies? Alors, un des objectifs, c'est évidemment d'améliorer la prise en charge et la qualité de vie des patients, c'est une finalité globale, de lui donner les moyens de mieux connaître sa maladie, mais aussi de connaître et de gérer son traitement, d'augmenter ses compétences vis-à-vis de sa maladie chronique en devenant un véritable acteur de santé. Le patient n'est plus le bénéficiaire des soins et des conseils médicaux, mais un acteur à proprement parler de sa santé. Et c'est probablement un investissement pour lui, mais un investissement payant pour son avenir. Donc finalement, pour nos patients, l'ETP répond à un véritable besoin précis vis-à-vis de leur maladie chronique, puisque ce besoin doit être exprimé par le patient. Finalement, c'est sur la base du volontariat. Il n'y a aucune obligation à envisager des séances d'éducation thérapeutique si on n'en exprime pas le besoin ou le souhait. Mais il faut savoir que ça existe. Ça permet d'échanger des informations avec d'autres soignants, et ça, c'est toujours bien. Ça permet aussi d'échanger avec d'autres patients, puisque je vous disais, donc c'est souvent des séances collectives. Ça peut être des séances individuelles, on en reparlera peut-être. Mais finalement, il y a aussi un patient ressource qui va, avec ses propres mots, son propre vécu, participer à la discussion, aux échanges, et donc mieux se comprendre. Ça permet aussi de conserver un certain contact et un suivi avec les soignants, et ça, c'est toujours bien dans la prise en charge de toutes ces pathologies un peu complexes. Alors, qui finalement intervient dans ces programmes d'éducation thérapeutique? Alors, globalement, il y a les professionnels de santé, alors les médecins, gastro-entérologues pour les maladies inflammatoires de l'intestin, mais aussi des infirmières qui sont formées à l'éducation thérapeutique. Il y a des diététiciens, des psychologues, des pharmaciens, et puis des patients, comme je le disais, qui sont dits des patients ressources, voire des patients experts. Et on reviendra sur cette notion dans pas longtemps. Donc, l'ETP, finalement, c'est une prise en charge un peu globale, multidisciplinaire, puisque finalement c'est une équipe. On ne parle pas d'ETP avec une relation singulière comme on peut l'avoir dans la relation médicale entre un patient et son médecin. C'est une relation qui est une relation d'équipe, de soignants, de patients qui sont formés et qui va être multidisciplinaire et qui va être de proximité. Le patient connaît l'équipe. Ça va permettre de renforcer évidemment la compréhension du patient pour sa maladie, de mobiliser mais aussi renforcer les compétences du patient pour mieux gérer au quotidien sa maladie et faire face aux situations qui peuvent être difficiles parfois pour l'aider à mieux cohabiter dans sa prise en charge. Alors, c'est une démarche éducative qui est relativement récente pour nous, les MICistes, même si ça fait un moment qu'on en parle. Et ça s'intègre complètement dans un parcours personnalisé qui va prendre en compte des spécificités de la maladie. On a des maladies de Crohn, des rectocolites hémorragiques qui sont extrêmement diverses, hétérogènes, et donc ça va prendre en compte la sévérité de la maladie, le passé, l'antériorité des lésions, la sévérité évidemment de la maladie du patient, mais aussi la réponse au traitement, les conditions de vie du patient, les contraintes qu'il peut avoir dans sa vie personnelle, ses besoins en formation. On a tous des besoins probablement très différents et donc ça va nécessiter, pour évaluer ces besoins en formation, un diagnostic éducatif qui va finalement être une enquête pour déterminer ce patient a besoin de ce type d'éducation thérapeutique et finalement un autre patient va avoir d'autres besoins plus adaptés à son projet. Alors, il y a le diagnostic éducatif qui va définir les besoins, puis ensuite, on va passer aux séances éducatives qui, donc, je le disais, peuvent être soit individuelles, soit collectives. Alors, la fréquence et la durée, elle va être déterminée, elle va être quelque part personnalisée pour chaque patient. Il y a des patients qui vont évoluer beaucoup plus rapidement, pour certains sur des thématiques, beaucoup moins vite pour d'autres, où il va falloir répéter des séances. Donc, c'est un peu variable. C'est souvent sur 2 heures de formation, de discussion, d'échange avec l'équipe d'éducation thérapeutique. Et puis, c'est dans une troisième étape, c'est l'évaluation de ces programmes qui va se faire de façon assez régulière en termes d'acquisition de compétences, mais également de satisfaction vis-à-vis des besoins du patient. Donc, pour quel objectif l'ETP? Finalement, on a envie de dire, après une séance d'ETP, après une session d'ETP qui peut avoir plusieurs séances, chaque patient devrait être capable, au terme de ses programmes, d'expliquer sa maladie à ses proches, d'expliquer globalement, avec ses mots, son traitement, de savoir finalement comment adapter son alimentation à l'évolution de sa maladie, notamment lors des poussées, d'expliquer le rôle du tabac dans les MICI. Vous savez que la maladie de Crohn, le tabac a un rôle promoteur aggravant de la maladie de Crohn, et finalement,
il doit avoir cette notion du sevrage du tabac dans ce contexte. De recourir aussi aux différents soignants de façon adaptée. J'ai une poussée, finalement, à quel moment j'appelle, à quel moment je réagis. Il doit potentiellement être capable aussi de parler de sa maladie avec son entourage proche, ses amis, sa famille, mais également son entourage social, professionnel. Qu'est-ce qu'il faut dire à l'employeur? Et donc ça, c'est tout un aspect finalement extrêmement important, mais plus éloigné de sa maladie. Que doit-il dire à son employeur, à son médecin du travail, etc. Il doit surmonter aussi les contraintes de sa maladie dans sa vie professionnelle et sa vie personnelle, notamment lors des loisirs, prendre conscience aussi de l'intérêt de l'observance de son traitement. Ça, on sait que dans ces pathologies chroniques, quelles qu'elles soient, l'adhérence au traitement ou l'observance, c'est-à-dire le fait de prendre suffisamment ces médicaments et ne pas oublier trop souvent, finalement, est extrêmement important puisqu'elle est un des critères, des paramètres de rechute des symptômes et des poussées. On sait que c'est le principal dans la rectocolite hémorragique, par exemple. L'inobservance au traitement est un des facteurs principaux qui conditionnent le risque de rechute. Donc, travailler sur l'adhérence, sur l'observance, avoir conscience que ne pas prendre son traitement, l'oublier trop souvent, va être délétère dans l'évolution et finalement probablement extrêmement important et favorable pour le patient. Donc, ce diagnostic éducatif des besoins de TP personnalisé, ça va être réalisé par une infirmière, souvent formée aux entretiens individuels de l'éducation thérapeutique, sur globalement 1 heure, et puis le patient va exprimer ses attentes, ses besoins, ses projets. L'infirmière va adapter à ce projet le contenu de ces sessions d'éducation thérapeutique. Elle va recueillir un certain nombre de données qu'elle va redéfinir avec le patient sur ses priorités. Qu'est-ce qui finalement lui manque dans la gestion au quotidien de sa maladie. Alors, ça peut être des thématiques abordées au cours de l'éducation thérapeutique qui sont très larges, qui peuvent être à la fois de la connaissance de l'appareil digestif, de la maladie, de la prise en charge des traitements, d'un certain nombre de croyances alimentaires. Qu'est-ce que je peux manger, docteur? Qu'est-ce que je peux ne pas manger? Et finalement, ça va être l'objet de sessions de conseils, notamment de conseils diététiques. Ça peut aborder l'impact socio-professionnel de ces maladies, notamment le handicap ou l'incapacité de travail liée à la pathologie en soi, mais aussi à la fatigue. Comment gérer la fatigue qui est extrêmement fréquente chez nos patients. Je vous rappelle, c'est 1 patient sur 2 avec ces maladies inflammatoires qui est fatigué lorsque la maladie est globalement quiescente, inactive. Et puis, c'est globalement 9 patients sur 10 qui vont se sentir fatigués au regard de leur activité lorsqu'ils sont en poussée. Ça peut être aborder des sujets comme la parentalité, la conception, le risque de transmission de la maladie, la grossesse, les voyages, les vaccinations, le lien grossesse-traitement, c'est souvent, ou sexualité et maladie inflammatoire. Alors, globalement, l'idée, c'est que le patient, à la fin de ces sessions d'éducation thérapeutique, qui ne sont pas que de l'information, clairement, c'est de l'éducation, c'est une acquisition de compétences vis-à-vis de la maladie, et c'est des compétences qui doivent contribuer à ce que le patient gère mieux sa pathologie ou ses traitements, et puis parfois l'aide aussi à accepter sa maladie ou ses traitements. Donc ça peut s'adresser notamment à des patients qui sont dans le déni de leur diagnostic ou de leur traitement, et finalement de plus subir la maladie comme telle, mais d'être un petit peu la cohabitant de cette maladie, comme moi je le dis souvent à la consultation. C'est un moyen d'acquérir une autonomie pour les patients. Et en gros, le parcours de TP doit aider à rendre autonome, par exemple, la gestion des traitements, les éventuels effets secondaires. C'est aussi pour mieux comprendre. C'est un temps d'échange. C'est souvent très convivial. Il faut se dire, c'est pas un cours formel avec des examens à la clé. Non, c'est très convivial avec des échanges patients, ressources, participants, patients, qu'on appelle les pairs finalement, mais également avec les infirmières formées à l'éducation qui vont avoir probablement, en termes de professionnels de santé ou soignants, un discours un peu différent du patient ressource. Mais ça va donc permettre de mieux comprendre la maladie, l'évolution imprévisible des poussées, les traitements, la gestion au quotidien de leur maladie. Ça va leur permettre aussi de s'exprimer. Et clairement, ce n'est pas toujours au décours des consultations, même si ça devrait être l'être, des consultations médicales. Parfois, les patients ne s'expriment pas comme ils le veulent parce que la crainte du docteur, je vais lui faire perdre du temps, il va pas me répondre. Ou, voilà. Donc, c'est un moment privilégié pour exprimer son ressenti, ses attentes, ses difficultés aussi au quotidien. Et c'est plus large que c'est dans la globalité, donc c'est beaucoup plus large que la maladie digestive notamment.
C'est aussi un moyen d'adapter et en gros d'acquérir un certain nombre de conseils pour adapter son alimentation, j'en ai parlé, mais c'est aussi son mode de vie en fonction de la maladie, de sa sévérité, de la réponse au traitement antérieur, en fonction aussi de sa vie sociale, de sa vie professionnelle, sa vie d'étudiant. C'est un peu du sur-mesure, hein. C'est de la médecine personnalisée, c'est-à-dire que c'est de l'artisanat sur mesure. Hein. Il n'y a pas quelque chose de global qui va être pour tout le monde. Euh, alors, je crois qu'il faut avoir conscience dans cette ETP que nos autorités sont conscientes, hein, évidemment, de l'importance de l'ETP dans la prise en charge de toutes les maladies inflammatoires chroniques, pas seulement la maladie de Crohn et la rectocolite, mais finalement les moyens consacrés restent très limités. Hein. C'est les ARS, les agences régionales de santé, qui sont responsables en charge de ces programmes d'éducation thérapeutique, et c'est elles qui donnent l'agrément aux différents services, aux différentes équipes au sein des établissements de santé pour développer un programme d'éducation thérapeutique sur la base d'un projet qui a été proposé, mais finalement ça demande du temps soignant, des lieux, des locaux adaptés. Et puis, donc, il y a un certain nombre de moyens qui font défaut dans les établissements de santé, hein, vous le savez. Et donc, ça reste un peu le parent pauvre parce que la valorisation aussi est très mauvaise. Elle est relativement limitée, parfois même absente. Donc, finalement, c'est beaucoup basé sur le bénévolat. Et ça explique peut-être que les programmes d'éducation thérapeutique sont pas à la hauteur, en tout cas pas systématiques pour tous les patients. Et ça va être probablement proposé par les soignants à des profils bien particuliers de patients qui vont en bénéficier le plus. Mais finalement, globalement, on aurait tendance à penser que la majorité et la totalité des patients devraient au moins avoir à un moment donné ces sessions d'éducation thérapeutique. Alors, c'est toute l'importance, parce qu'on manque de moyens dans les hôpitaux, des soutiens initiés notamment par la Fondation, la DigesScience, puisque un de ses objectifs de la Fondation, c'est soutenir les équipes qui structurent ces programmes de TP dans les MICI. Et donc, c'est un peu par votre soutien dans la visibilité de la Fondation, mais aussi par les dons à la Fondation, que vous participez tous à nous aider à promouvoir et à diffuser tous ces programmes d'ETP dans les établissements, dans les équipes, à monter des équipes pour réaliser ces ateliers, ces sessions de formation. Et je crois que les maladies inflammatoires, c'est un terrain idéal hein, pour cette éducation thérapeutique parce que c'est des patients jeunes, parce qu'ils sont nombreux, c'est globalement 150 000 patients en France qui découvrent leur diagnostic de maladie chronique, qui est une maladie complexe, avec une évolution imprévisible, avec des stratégies de prise en charge qui sont de plus en plus difficiles, complexes à appréhender pour les patients, avec des biothérapies, des immunosuppresseurs, avec un arsenal thérapeutique aussi qui est de plus en plus varié, et tant mieux, mais avec une difficulté de compréhension pour nos patients qui est réelle, évidemment, et qu'il ne faut pas négliger. Et donc, finalement, un niveau minimum de connaissance des traitements, l'assimilation des stratégies hein, qu'on peut utiliser, c'est quelque chose qui va être fondamental pour éviter, pour bénéficier au maximum de ces thérapeutiques, mais aussi pour éviter les effets indésirables ou en tout cas les gérer au mieux. Et tout ça par simplement inobservance, méconnaissance, on peut arriver parfois à des catastrophes alors que tout ça aurait été largement évitable. C'est aussi des maladies handicapantes, donc qui nécessitent une prise en charge adaptée, avec un handicap qui est souvent invisible. C'est pas marqué sur le front, je le dis souvent. C'est un handicap fonctionnel. Hein. Il y a un risque non négligeable de difficultés psychiques dans ces maladies, d'anxiété, de dépression, mais aussi de difficultés sociales, hein, d'isolement, et qui vont avoir tendance finalement à isoler le patient du monde du travail, mais aussi de la vie sociale, la vie personnelle, culturelle, parce que des diarrhées, on va pas forcément au bowling, on va pas forcément au cinéma, prendre la voiture, aller faire du shopping, c'est difficile. Donc tout ça a un retentissement extrêmement important et source possible d'anxiété, voire de dépression. Et donc il faut prendre en charge ces patients. Il faut que ces patients connaissent au mieux leur maladie pour la gérer le mieux possible. Je crois que c'est vraiment le défaut de connaissance vis-à-vis de leur maladie et de leur traitement qui est source aussi pour certains d'angoisse. Hein. Un patient me disait il y a quelques semaines finalement une patiente, que jusqu'alors elle s'interdisait de pouvoir imaginer avoir des enfants parce que le risque de transmettre la maladie à sa descendance. Et par méconnaissance, elle n'osait pas demander est-ce que finalement, si j'ai des enfants, ils ont un risque élevé de développer eux également cette maladie de Crohn. Alors, est-ce qu'on a des données finalement d'études scientifiques qui démontrent l'efficacité spécifiquement dans ces maladies inflammatoires chroniques de l'intestin des programmes d'éducation thérapeutique? Alors,
On a une grande étude, hein. Il y avait eu un programme d'éducation thérapeutique qui avait été développé il y a déjà pas mal d'années dans les maladies inflammatoires qui s'appelait EduMiki, et ce grâce à un soutien de partenaires associatifs qui était l'association France Homéopathique, vous connaissez certainement, qui est l'association des patients souffrant de maladies de Crohn et rectocolite hémorragique. Et puis du GTED, le GTED c'est la société savante pour le groupe d'études thérapeutiques des affections inflammatoires digestives. C'est une société savante qui s'intéresse spécifiquement aux maladies inflammatoires et notamment sur le plan des stratégies de thérapeutique et des nouveaux traitements. Alors cette étude, il y a une étude récente qui avait été menée auprès de 20 CHU en France qui a bien démontré l'intérêt de sessions d'éducation thérapeutique dans les maladies inflammatoires. En gros, cette étude, elle comparait sur un an la mobilisation et la consolidation des compétences des patients qui étaient éduqués, qui participaient à ces sessions d'éducation thérapeutique, qui étaient très standardisées, très normalisées, en comparaison avec ceux qui n'en bénéficiaient pas encore, et puis ensuite qui allaient en bénéficier évidemment dans le groupe contrôle. Clairement, il y a non seulement une consolidation des compétences des patients vis-à-vis de la gestion de leur maladie, mais aussi l'acquisition de nouvelles compétences, et c'est donc une étude positive. Alors, on avait l'intuition que c'était effectivement extrêmement important, mais maintenant, c'est démontré, l'éducation thérapeutique est bénéfique à la gestion des patients. Il y a eu aussi une étude de l'équipe de Nantes qui a été présentée lors du dernier congrès à Paris en mars dernier, qui voulait évaluer finalement la perception des patients vis-à-vis des programmes d'éducation thérapeutique. Leur hypothèse était, est-ce que ces programmes d'éducation permettent d'augmenter l'estime, l'image de soi? Je connais mieux ma maladie, mes traitements, mais finalement, je me sens mieux. Est-ce que ça permet d'améliorer l'adhésion au traitement et aussi, globalement, à terme, le bien-être des patients? Alors, c'est 42 patients, donc 33 femmes qui ont été inclus dans ce travail. Et globalement, les résultats, c'est une grande majorité des patients estimés avoir tiré bénéfice de l'ETP, puisque c'était 86% des patients qui estimaient que globalement, ces sessions d'éducation leur avaient apporté quelque chose. Les bénéfices exprimés étaient de meilleures connaissances concernant l'évolution de leur maladie et leur traitement, mais c'était aussi une meilleure gestion au quotidien de leur maladie. C'était pouvoir parler de différents aspects de la maladie. C'était mieux accepter aussi leur maladie pour certains, et donc c'est important. C'était échanger avec d'autres patients pour d'autres. Et puis, un certain nombre en tirait du bien-être pour une partie d'entre eux. Globalement, en tout cas, une très grande majorité, et ça c'est 94%, recommandaient de participer, recommandaient à leur père, à d'autres patients, de participer, s'ils en avaient l'occasion, à ces programmes de TP organisés. Donc finalement, toutes ces données soulignent en gros le bénéfice potentiel sur la qualité de vie des patients, une meilleure acceptation de la maladie, et contribue aussi à consolider les liens avec les soignants. Et je crois que ça consolide non seulement le lien avec l'équipe impliquée dans l'éducation thérapeutique, mais ça consolide également au sein des équipes d'éducation thérapeutique la cohésion d'équipe. Et moi, j'ai eu l'occasion de le voir. Finalement, quand il y a un petit groupe de bénévoles volontaires, patients ressources, mais professionnels de santé, diététiciens, psychologues, infirmières formés, médecins, qui se lancent dans l'aventure de l'éducation thérapeutique, eh bien, clairement, cette petite équipe d'éducation est très motivée et il y a une cohésion qui est extrêmement intéressante et importante. Et donc, c'est probablement le bénéfice pour le patient, évidemment, mais aussi pour l'équipe qui la prend en charge dans cette ETP. Alors, il manque néanmoins des données, pour finir, à partir d'études prospectives, en gros d'études où on va inclure les patients au fur et à mesure pour documenter si l'ETP à plus moyen ou long terme sert à prévenir, par exemple, un certain nombre de rechutes. Le patient, connaissant mieux son traitement, va déclencher l'alerte plus tôt ou va adapter son traitement parce qu'il connaît mieux la prise en charge globale. Donc, pour l'instant, on n'a pas ces données-là. Est-ce que les sessions d'éducation thérapeutique peuvent à terme prévenir un certain nombre de complications, notamment dans la maladie de Crohn, comme la survenue d'abcès, de fistules, de sténose, responsables d'occlusion et à terme de chirurgie? Est-ce que ça va réduire également aussi certains coûts inhérents au MICI, notamment parce qu'un certain nombre de patients vont être hospitalisés alors que finalement, si l'observance était meilleure, ils ne le seraient pas parce qu'ils auraient évité un certain nombre de rechutes. Tout ça, c'est des données qui nous manquent, mais qui apparaîtront plus tard au fil de l'eau quand on aura plus de recul vis-à-vis de ces sessions. En tout cas, à court terme et à moyen terme, c'est bénéfique clairement pour la qualité de vie et le bien-être du patient. Alors, est-ce qu'il y a des moments privilégiés pour proposer à nos patients ces séances d'éducation thérapeutique? Clairement oui, même si ça s'adresse finalement à tout le monde. Les moments clés, à mon sens, c'est
au moment du diagnostic ou dans les 6 premiers mois, là où le patient, finalement, le coup près tombe. Vous êtes jeune, vous avez une maladie inflammatoire chronique, c'est injuste, on ne sait pas la guérir, on ne connaît pas la cause. Et donc, on sait que la qualité de l'annonce diagnostique, elle est cruciale pour la suite. Le patient qui ne connaît pas bien, il va se lancer sur Internet, il va voir des horreurs, on va lui parler de stomie, alors qu'il ne sera peut-être jamais concerné. Et finalement, avoir un certain nombre de connaissances, de compétences qui sont formalisées, qui sont adaptées aux patients et proprement aux patients, c'est quelque chose qui est une véritable plus-value pour lui, évidemment. Ça peut être aussi l'occasion lors d'un changement de traitement. Très clairement, lorsque le patient va bien, est en rémission de sa maladie, et puis patatrac, il y a une aggravation de sa maladie avec une poussée plus sévère que d'habitude, qui répond moins bien au traitement que d'habitude, ça le déstabilise. Et là, clairement, ça peut être un moment où l'instauration d'une nouvelle thérapeutique, qu'elle soit immunosuppresseur ou une nouvelle biothérapie, va être l'occasion pour le patient de bénéficier de se poser 1000 questions et donc de bénéficier de réponses adaptées au décours de sessions d'éducation thérapeutique. Clairement, il faut garder en tête, c'est que ces ETP, elles doivent faire partie maintenant intégrante de l'arsenal des moyens de prise en charge des MICI. Il y a le traitement, il y a le suivi, c'est extrêmement important évidemment, mais il y a aussi tout l'environnement patient qu'il faut prendre en compte et que ces sessions d'ETP prennent spécifiquement en compte. Alors, est-ce qu'on a un support pédagogique finalement au cours de ces sessions? Il y a une formation évidemment des professionnels de santé de l'équipe d'éducation thérapeutique, mais oui, il y a des portfolios, des espèces de petits documents qui sont standardisés, qui permettent, qui ont été développés, élaborés notamment par des gastro-entérologues spécialistes de ces maladies, mais aussi par des formateurs professionnels en éducation thérapeutique, quelle que soit la pathologie, mais aussi par des patients et notamment par des membres de l'association François Petit. Donc ce portfolio, il est très adapté, il aborde un certain nombre de questionnements et il va permettre d'avoir un support, une trace pour les explications au décours des séances éducatives. Et ça va aborder la connaissance de la maladie, l'impact du tabac, l'observance du traitement, la gestion des effets indésirables, la réactivité en cas de poussée, le recours à la chirurgie, la stomie. Clairement, la stomie reste encore une préoccupation extrêmement prégnante, importante pour nos patients et à juste titre. Et donc, il faut avoir de l'information sur ce type de dérivation, sur les dysfonctions sexuelles, sur l'alimentation et j'en passe. Alors, peut-être aborder, puisque j'en ai parlé, qu'est-ce qu'un patient ressource, et finalement, l'ETP, comme vous l'avez compris, c'est une démarche pédagogique qui est mise en œuvre par des équipes éducatives qui sont pluridisciplinaires et qui vont aider les personnes à apprendre à mieux vivre avec leur maladie au quotidien. Mais finalement, dans les professionnels de santé, on a quand même l'absence de vécu de la maladie, même si on est formé au quotidien avec ses patients. Mais finalement, le patient ressource, il va être essentiel parce que il va être essentiel à la fois pour les patients qui participent aux séances, mais aussi pour l'équipe de TP, parce que finalement, la parole d'un patient, je crois, elle est souvent mieux entendue que celle d'un soignant. Les mots que le patient ressource va mettre pour décrire une situation vont être ceux que comprend le patient parce qu'il les a vécus tout simplement et pas forcément ce que le soignant a pu dire, même si le fond est le même. Donc, c'est extrêmement important d'avoir cet échange patient-ressource qui est en gros un patient qui est bénévole, est volontaire, fait acte de candidature pour être patient-ressource et s'impliquer dans ces formations d'éducation thérapeutique et qui va permettre donc, de faciliter l'expression des patients parce que finalement, on parle plus facilement aux patients ressources ou à l'infirmière qu'au docteur et va permettre de favoriser la compréhension du discours des soignants. Tiens, finalement, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il n'a pas été très clair, je n'ai pas osé lui faire répéter. Le patient ressource va éclaircir, clarifier ces données. Alors, il a bénéficié, ce patient ressource, d'une formation, qui est une formation très structurée d'éducation thérapeutique et qui lui permet donc d'arriver et d'animer, de co-animer avec l'équipe soignante ces sessions d'éducation thérapeutique de façon très, très adéquate, très raisonnable. Alors, il y a les patients, il y a le concept de patient expert. Alors, il y a une petite différence, patient ressource, patient expert, qui, en gros, est un terme un peu générique, qui désigne en réalité une multiplicité de rôles. Les patients experts, c'est des patients qui peuvent finalement endosser un certain nombre de rôles, notamment auprès d'autres patients, mais aussi
auprès de professionnels de santé ou en tant que formateur dans les universités pour les futurs soignants. Et il y avait une étude assez intéressante que j'avais vue passer qui montrait que les patients qui donc peuvent enseigner au sein d'une faculté vis-à-vis d'une formation initiale d'étudiants, notamment par exemple d'étudiants en médecine, et bien que finalement, les étudiants qui suivaient des cours où interviennent des patients experts avaient dans ce travail une meilleure compréhension de la perspective du patient et développaient de meilleures compétences, notamment en communication. Comme si finalement, le fait d'avoir entendu avec les mots d'un patient expert qui s'est détaché un peu de sa maladie et de son vécu, mais qui a quand même ce vécu propre de la maladie, lui permettait aux futurs étudiants de mieux communiquer, de mieux interagir, de mieux échanger dans la relation singulière médecin-malade. Et c'est finalement probablement, c'est pas un manque d'empathie finalement des soignants, mais simplement le fait qu'adopter le point de vue du patient nécessite un apprentissage et que c'est pas inné. Il y a toute la médecine, c'est beaucoup de choses à apprendre, et finalement il y a tout le côté relationnel qu'il faut pas négliger et qui peut être une source, le patient expert peut être une source de ces informations. Alors évidemment, c'est une vraie motivation pour les patients, ressources ou experts, une vraie implication personnelle. Alors le patient expert, par rapport au patient ressource, il doit arriver à prendre plus de recul sur son expérience personnelle, finalement, et pas en rester à « moi, ça s'est passé comme ça ». Il doit arriver à formaliser un petit peu son savoir, et donc c'est un peu plus de formation, évidemment, pour se détacher, prendre du recul et acquérir un certain nombre de connaissances dans la relation de partenariat avec les soignants, mais aussi avec les patients qui bénéficient de ces ETP. Finalement, c'est une parole différente et je crois c'est quelque chose d'extrêmement important d'avoir, et c'est obligatoire, c'est nécessaire, c'est requis d'avoir un patient dans l'équipe d'éducation thérapeutique, puisque ça va être une parole qui va être certes différente de celle du médecin, mais c'est une parole qui est complémentaire et complètement complémentaire. Alors, il y a des associations, il y a une association maintenant depuis 2018 qui a été créée en co-création globalement avec l'AFA, l'association des patients, l'association François Aupetit, et le GETED, qui a créé une association qui s'appelle l'AFEMI, que certains d'entre vous connaissent peut-être, et il y a un site où vous pouvez aller voir, c'est l'AFEMI pour Association française pour l'éducation thérapeutique dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et cette association, finalement, elle a plusieurs objectifs qui sont de coordonner globalement le TP dans les MICI au niveau national, mais aussi d'accompagner tous les services qui souhaitent mettre en place des programmes de TP. Elle accompagne les praticiens dans leur formation continue et spécialisée spécifique des maladies inflammatoires. Elle permet de valoriser et de diffuser des outils d'animation pour le TP, et puis d'harmoniser les pratiques. On ne fait pas chacun dans son coin sa petite recette. C'est globalement assez standardisé maintenant, avec une formation qui est sur plusieurs jours, avec plusieurs semaines pour les professionnels de santé, et qui est normalisée, standardisée. Et puis, ça permet aussi d'accompagner le développement de la e-santé et puis de porter, je pense que c'est extrêmement important, auprès des instances politiques de la santé, la voix de l'ETP, parce que finalement, je vous l'ai dit, c'est un parent un peu pauvre, malheureusement, de la santé. C'est en tout cas pas forcément toujours le parent prioritaire, alors que ça a un rôle extrêmement important. Alors, peut-être qu'on va passer maintenant à des questions, à vos questions en direct. Alors, j'ai une question pour commencer, peut-être pour débuter. Donc, vous pouvez mettre vos questions, et puis je vais essayer d'y répondre. En gros, on me demande en quelques mots quels sont les bénéfices attendus de l'ETP dans les MICI. Alors, je l'ai cité. C'est le patient proactif, c'est le patient partenaire avec les soignants, c'est un bénéfice en termes d'observance, en termes de tolérance au traitement, d'adhésion au traitement, de gestion des risques, de gestion de la stratégie thérapeutique avec le médecin. C'est aussi souvent des réactions du patient qui sont plus adaptées en cas de survenue d'une poussée. Finalement, est-ce que je dois doubler dans la rectocolite hémorragique quand on est sous salicylate? Est-ce qu'on peut doubler la dose de médicaments en cas de poussée et en cas de rémission être en demi-dose? Voilà, c'est toutes des questions qu'on peut se poser et qui peuvent permettre très précocement de réagir sans attendre le rendez-vous un peu lointain avec son gastro-entérologue. Ça permet un meilleur suivi aussi et puis améliore la qualité de vie. Mais savoir qu'il y a des contraintes, l'agrément de l'ARS, c'est dur de monter un programme d'éducation thérapeutique. Enfin, il faut un projet, il faut des équipes motivées, il faut un lieu dédié, il faut un personnel extrêmement motivé, il faut un financement et puis dégager du temps soignant. Et
On a finalement très peu de temps infirmier, très peu de temps de psychologue, très peu de temps de diététicienne. Il faut un patient ou des patients ressources ou experts également. Et puis réévaluer tous ces programmes de façon régulière pour les adapter au fil du temps. Alors, à quel profil de patient pourrait s'adresser l'ETP et dans quelle situation, finalement, on bénéficie le plus des ateliers? Alors, j'ai aussi répondu un petit peu au moment du diagnostic, je ne reviens pas sur cela. En cas de décompensation d'une maladie aussi, je l'ai dit, ou de l'instauration d'une nouvelle stratégie de traitement, mais aussi chez des patients typiquement qui ont une mauvaise adhérence aux soins. Le patient qui est dans le déni, le patient qui est non observant, qui se dit que finalement, quand il est en poussée, il prend un traitement, quand il est en rémission, il arrête son traitement parce qu'il considère qu'il est guéri. Or, ces maladies inflammatoires, comme vous le savez tous, elles évoluent par poussée, entrecoupées de périodes de rémission. Et finalement, il n'y a pas de guérison. Malheureusement, nos traitements sont très largement suspensifs. On arrête le traitement, le taux de rechute est extrêmement important. Donc finalement, il faut avoir cette connaissance du risque élevé de rechute en cas d'inobservance ou en cas d'arrêt de la thérapeutique. Le patient qui exprime le besoin aussi d'en connaître plus sur sa maladie, je crois que ça peut être un souhait et donc qu'on peut entendre et qu'il faut entendre et donc de l'intégrer dans un programme d'éducation. Puis je crois que le plus important dans la relation, c'est finalement le ressenti du médecin vis-à-vis de son patient. Dans ces maladies inflammatoires, on connaît quand même très bien nos patients. Et donc, finalement, le médecin doit savoir confier son patient à une équipe de TP s'il considère que finalement, ces sessions de TP vont être un élément important pour le faire avancer dans sa maladie, pour le faire mieux gérer sa maladie, ses traitements. Et donc, finalement, l'avis du gastro-entérologue ou du médecin qui le prend en charge, qui prend en charge les patients avec une MICI, sont probablement aussi extrêmement cruciaux. Quelles sont les conditions pour devenir patient ressource ou patient expert? Alors, j'ai un petit peu abordé aussi. Hein, la parole d'un patient, donc elle est mieux acceptée ou entendue d'ailleurs que celle d'un soignant, ça c'est évident. Le vécu de la maladie est évidemment mieux compris et partagé d'un patient à un autre patient. Je crois que donc, pour devenir patient ressource, patient expert, il faut être volontaire, il faut déposer une candidature auprès d'une équipe de TP. Et puis, il y a une formation, c'est 3 séminaires, c'est extrêmement convivial. Hein, je vous rassure, c'est pas des cours très difficiles au sens rude. Hein. Dans ces séminaires sont abordés un certain nombre de connaissances, la compréhension du rôle du patient ressource, apprendre à co-animer un groupe de patients, donc dans la communication, et puis être capable finalement d'aider les patients à apprendre sur leur maladie, sur leur traitement. Alors, quelles sont en pratique les étapes de la démarche d'éducation thérapeutique du patient? Quand on monte une session d'un programme de TP, il y a un projet qui va être accompagné par, il y a des unités dans les établissements de santé qui s'appellent des UTEP, des unités transversales d'éducation thérapeutique, qui vont globalement accompagner les équipes à monter le dossier sur le plan réglementaire pour obtenir un agrément de l'Agence régionale de santé. Puis, quand le projet donc, est validé et l'équipe formée, finalement, il va y avoir un diagnostic éducatif, une enquête de besoin vis-à-vis des patients qui sont sélectionnés pour ces projets d'éducation. Et puis, il y a l'atelier en soi, et puis tout ça va être réévalué très régulièrement pour savoir l'intérêt, la satisfaction patient, mais aussi est-ce que ça a un impact sur la qualité de vie, sur la satisfaction. Alors, quels sont les acteurs de l'éducation thérapeutique? Les professionnels de santé et les patients. Donc, je passe. Pour les programmes se déroulant au sein d'un hôpital, qui doit faire la demande d'autorisation? C'est l'équipe éducative, qui est notamment le chef de service, pour l'accord du chef de service, du service concerné, qui va faire la demande sur la base d'un projet à l'Agence régionale de santé, qui va donner ou non son autorisation d'agrément pour faire une session d'éducation thérapeutique. Et puis, il y a une remise en cause avec une évaluation annuelle. Est-ce que l'éducation thérapeutique existe en vidéoconférence? C'est une excellente question. À ma connaissance, non, mais peut-être que je me trompe. Alors, ça sera peut-être utile parce que vous avez bien compris que finalement,
Au regard du nombre de patients potentiels qui pourraient bénéficier de ces sessions, on n'a pas encore les moyens humains, matériels, financiers pour le proposer à tout le monde. Donc ça, on le propose encore qu'à des patients bien sélectionnés. Mais finalement, comme tout le monde pourrait potentiellement en bénéficier, peut-être que les visioconférences pourraient être un outil pour cela. Alors en sachant que c'est quand même, moi je suis pas très enfin, je suis moins Internet, je pense que ça ne vaut pas quand même la convivialité d'un échange en face à face, hein, avec une équipe, avec des discussions qui seront peut-être un petit peu moins directes si c'est par visioconférence interposée. Nouvelle question. De nouvelles technologies de l'information et de la communication pourraient-elles substituer les professionnels pour éduquer les patients? Alors, c'est aussi une bonne question, ça, et ça rejoint peut-être un petit peu la précédente. Alors, en théorie, oui, hein, clairement, ça pourrait être des visioconférences, mais ça pourrait aussi, on pourrait envisager ce qu'on appelle les MOOC, pour ceux qui connaissent, hein, les Massive Open Online Courses, ou en français, c'est les formations en ligne ouvertes à tous, qui sont de plus en plus utilisées pour accueillir finalement en formation un grand nombre de participants via Internet et qui sont globalement assez bien faites parce que ça permet quand même non seulement l'apport de ressources pédagogiques, mais aussi la possibilité d'un travail collaboratif entre les différents participants via des échanges, alors certes Internet, un peu virtuel, mais des échanges quand même, et puis une évaluation. Donc globalement, peut-être qu'à l'avenir, pour répondre aux besoins de formation de l'ensemble de notre population de patients souffrant de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, peut-être que ces formations en ligne ouvertes à tous, qui font partie de ces nouvelles technologies de l'information et de la communication, seront intéressantes. Mais j'en reste, moi, il n'y a rien de tel qu'une discussion en tête-à-tête, en groupe, en échange de face à face. Autre question, si vous le voulez bien. Fait-on de l'éducation thérapeutique exclusivement à l'hôpital? Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Dans tous les établissements de santé, que ce soit des cliniques et des établissements d'hôpitaux généraux, d'hôpitaux universitaires, l'éducation thérapeutique peut être mise en place. Alors, vous avez bien compris qu'il y avait quand même un certain nombre de limites parce que c'est consommateur de temps soignant et le temps soignant dans nos établissements de santé, quel qu'il soit, c'est quelque chose, c'est un bien extrêmement précieux, il manque de personnel. Ça requiert aussi un certain nombre d'agréments et donc de dossiers à monter et donc il faut quand même bien accrocher. Il y a une valorisation qui est finalement assez faible à l'heure actuelle, parfois absente même. Donc, ce n'est pas forcément la valorisation à la hauteur des engagements du personnel qui s'implique dans ces projets d'éducation thérapeutique. Il faut un lieu d'accueil dédié. Donc, tout ça fait que ça limite quand même un certain nombre de centres à se lancer dans ces projets d'éducation thérapeutique. Et je crois que ça repose surtout, il faut le garder en tête, sur comme toujours, hein, une petite équipe motivée sur la base du volontariat, du bénévolat, qui ne comptent pas leurs heures. Et c'est comme ça que ça marche le mieux. Alors pourquoi fait-on de l'éducation thérapeutique depuis si peu de temps? C'est une excellente question, parce que finalement c'est connu et ça paraît assez intuitif que c'est important. Alors, je crois qu'avant, la médecine, c'était quand même centré sur la maladie. Maintenant, c'est quand même de plus en plus centré sur le patient en globalité. Et ça, c'est très bien. Et ça, c'est quelque chose qui change et l'ETP a toute sa place. Mais je crois aussi qu'il ne faut pas être naïf. Même si ça ne s'appelait pas ETP en particulier, lors de la consultation, si on avait plus de temps à la consultation, avant, finalement, peut-être qu'au décours de la consultation, il y avait un certain nombre de connaissances, d'informations, mais aussi de formation du patient qui ne s'appelle pas de l'ETP de façon formelle, mais qui est un peu quand même de l'ETP au sens où le médecin ou son équipe infirmière transmettait un certain nombre d'informations. Hein. Et donc, globalement, elle est formalisée maintenant, cette éducation thérapeutique, et c'est très bien, elle est structurée, elle est standardisée, elle est évaluée, mais il ne faut pas croire que c'est né tout récemment. Je pense que finalement, on faisait tous probablement de l'éducation thérapeutique dans les années précédentes. Alors, autre question, si vous avez encore le courage. Alors, l'éducation thérapeutique, cela existe pour quel type de maladie?
Alors, bah, évidemment, il n'y a pas que les Mickey, hein. J'ai parlé beaucoup de Mickey parce que c'est la pathologie spécifique qui nous intéresse, mais finalement, c'est dans toutes les pathologies chroniques, qu'elles soient maladies inflammatoires chroniques comme les rhumatismes inflammatoires, comme le psoriasis, mais c'est souvent dans les pathologies cardiovasculaires, l'insuffisance cardiaque, l'artériopathie, l'hypertension artérielle. On sait que l'observance des patients pour leur traitement antihypertenseur, elle est très très mauvaise. Et donc, ces éducations thérapeutiques, elles sont cruciales pour la prise en compte de ces hypertensions. C'est aussi dans les bronchites chroniques, dans la bronchopathie chronique obstructive, c'est aussi dans le diabète, hein, on l'a dit, et c'était probablement les diabétologues avant-gardistes. C'est dans la polyarthrite rhumatoïde, c'est dans les pathologies rénales chroniques, mais c'est aussi chez les patients qui ont des polypathologies et qui rejoignent finalement une pathologie chronique. Alors, l'éducation thérapeutique, cela signifie des réunions en groupe ou des consultations individuelles? Une question d'un internaute. Alors, je crois que les deux sont possibles, hein. Il n'y a pas de. Évidemment, ils ont chacune leur atout, leurs limites. On comprend bien que par souci d'optimisation des ressources, et notamment des ressources humaines qui manquent sauvagement dans les établissements de santé, je crois qu'on privilégie actuellement plutôt les séances collectives par petits groupes qui peuvent être de 3 à 5, 8 personnes, mais qui permettent aussi des échanges. Ça a cet intérêt de pouvoir, entre patients en formation, mais aussi entre les patients et l'équipe, de discuter. Finalement, j'apprends aussi de l'autre, hein. Et ce n'est pas tout à fait la même chose dans des séances qui pourraient être des séances individuelles, mais évidemment, tout est possible et la séance individuelle est tout à fait envisageable, même si c'est plus compliqué à mettre en place parce que ça demandera plus de temps et ce sera moins utile à un plus grand nombre. Dois-je payer une consultation d'éducation thérapeutique? Eh bien, pas du tout. Ce n'est pas tout à fait une consultation, puisque c'est un programme d'éducation, c'est plusieurs sessions d'éducation qui sont prises en charge totalement. Et alors, c'est pour le patient totalement gratuit, mais vous imaginez bien que pour les équipes, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et du temps soignant, mais aussi des locaux, etc. Donc, c'est pas sans frais pour les équipes, mais c'est finalement pas complètement pris en charge, évidemment, et donc aucune crainte vis-à-vis de l'éventuel frais à avancer dans la participation à ces sessions d'éducation thérapeutique. Alors j'ai une question d'un pessimiste qui me dit « Hormis m'expliquer que je dois apprendre à vivre avec la maladie, que va m'apporter l'éducation thérapeutique ?» Alors j'espère que cette soirée dédiée à cette ETP aura fait changer d'avis la personne qui pose la question, puisque finalement, vous avez bien compris que l'objectif, c'est pas de dire finalement, adaptez-vous. Vous avez mal au ventre, vous avez un inconfort digestif, vous avez des diarrhées, vous êtes fatigué, il va falloir faire avec. Et on n'est pas du tout là-dedans. C'est en association, au complément de la stratégie thérapeutique et du suivi qui doit contribuer à contrôler la maladie du mieux qu'on le peut, que l'éducation thérapeutique va en plus apporter un certain nombre d'acquisitions pour le patient qui est formé, notamment vis-à-vis de son autonomie, vis-à-vis de sa compréhension de la maladie, vis-à-vis de sa gestion des traitements, vis-à-vis de la gestion du risque de poussée ou de comment faire quand une poussée intervient. Savoir qui appeler, à quel moment, comment appeler, quels conseils pour adapter son alimentation, etc. Donc, je crois que vraiment, pour le coup, c'est pas vivre avec sa maladie, ça se résume pas à ça, c'est beaucoup plus large que ça. Alors, j'ai entendu parler d'éducation à la santé. Est-ce la même chose que éducation thérapeutique? Alors, éducation à la santé, finalement, c'est quoi? C'est l'ensemble des activités d'information et d'éducation qui incite les patients ou même la population générale, finalement, pas forcément malade, à vouloir être en bonne santé. Globalement, l'éducation à la santé, c'est d'informer, notamment ça se fait de plus en plus auprès du grand public, mais aussi dans les écoles, et c'est très bien de promouvoir l'éducation à la santé. C'est vis-à-vis de, il faut manger 5 fruits et légumes par jour, il ne faut pas fumer, il faut avoir une activité physique, il ne faut pas boire trop d'alcool, voire pas du tout, voilà, pour être en bonne santé. Donc là, on est un petit peu différent dans l'éducation thérapeutique, puisque ça ne s'adresse pas à la population générale qui n'est pas malade pour prévenir la maladie, mais aux patients qui a une maladie bien identifiée, pour mieux gérer cette maladie bien identifiée avec laquelle il va falloir cohabiter, qu'on le veuille ou non, un certain nombre de mois, parfois d'années, et parfois même toute la vie, alors de cohabiter de la meilleure façon possible.
Alors, est-ce que j'ai une autre question d'un internaute qui me dit quelles sont les thématiques abordées en consultation? Est-ce que finalement l'information du patient en consultation et l'éducation thérapeutique, c'est un peu équivalent? Alors, je crois pas. Je crois que c'est complémentaire, comme on l'a dit. Mais c'est finalement très différent parce que l'information euh, lors de la consultation, déjà, c'est un temps relativement limité, où il y a un échange sur la stratégie, sur les traitements, sur l'adaptation thérapeutique. Et puis, ça donne un certain nombre d'informations sur les modalités de prise en charge, sur le bénéfice attendu au regard des risques pressentis de la stratégie, mais aussi sur les aléas potentiellement thérapeutiques. Donc c'est un peu différent de l'éducation, c'est plus de l'information. L'éducation, c'est en gros le savoir. Qu'est-ce que je sais de ma maladie, de mon traitement? Le savoir-être, comment je me comporte vis-à-vis de ma maladie. Et puis le savoir-faire qu'il ne faut pas oublier. Le savoir-faire, c'est un peu les compétences, hein, c'est savoir comment réagir, adapter mon traitement en cas de poussée légère à modérée de rectocolite hémorragique. Est-ce que je dois avoir recours ou non à des corticoïdes? Est-ce que je dois faire une coproculture, une prise de sang et puis contacter mon gastro-entérologue parce que manifestement il y a quelque chose qui ne va pas? Donc c'est très différent l'information de la formation et l'information à la consultation de l'éducation thérapeutique. Tous les patients ne peuvent pas bénéficier de TP, ça c'est vrai. Donc existe-t-il d'autres sources d'informations sur les MICI, les traitements autres que le TP, notamment Internet est-il fiable? Alors c'est une grande question, je ne vais pas résoudre ce soir évidemment sur la fiabilité de Internet. Vous savez bien que non, puisqu'on parle maintenant de façon quotidienne des fake news. Alors il y en a en santé et il y en a dans les maladies inflammatoires. Donc voilà, il faut savoir faire le tri et c'est extrêmement difficile quand on est profane. Moi, je me rends compte dans les domaines que je connais bien des fake news qu'il peut avoir en santé et finalement, je me dis que dans d'autres domaines, il y en a probablement autant. Donc, c'est très difficile de faire le tri sur des sujets qui restent extrêmement complexes. Et donc, il faut pour ça avoir un certain nombre de repères de qualité. Et l'éducation thérapeutique peut être un des repères qui nous permet de savoir, bah voilà, dans ma formation, je sais que c'est pas tout à fait ce qu'on me dit dans les forums, c'est pas tout à fait ce qu'on me dit sur Internet, que telle prise en charge, telle maladie va conduire, notamment toute maladie de Crohn à une stomie, ou tout traitement à une alopécie, perte ses cheveux, etc. Des effets indésirables qui sont considérés comme passage obligé, alors que ce n'est pas le cas, c'est parce qu'effectivement, il y a pu avoir le cas, mais chez un patient bien particulier, bien donné, etc. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le prendre en compte dans le choix thérapeutique, mais qu'il faut en avoir conscience. Mais peut-être que ça ne pollue pas trop quand même la décision médicale partagée, parce que finalement, c'est délétère à ce titre. Et je crois qu'il y a l'association outre Internet, et donc ça c'est difficile de trier. Il y a un certain nombre de sites, outre le site Digest Science, mais finalement il y a l'AFA aussi, hein, l'association française homéopathique, qui met à disposition du grand public, mais aussi des patients, toute une série d'informations qui est extrêmement utile pour les patients, de nombreuses vidéos, de nombreux documents, des actualités congrès qui sont remis à jour. Donc pour ceux que ça intéresse, je crois que n'hésitez pas, parce que la qualité de ces informations qui sont extrêmement actualisées est très très bonne. Hein. Et puis je crois qu'il faut savoir aussi qu'il y a un certain nombre d'autres sources d'informations. Et là, on a parlé beaucoup des patients ressources, on a parlé aussi beaucoup des patients experts. Il y a un certain nombre de livres de patients, et je crois que c'est aussi un témoignage qui peut être utile pour les patients eux-mêmes, de se dire que finalement, ils ne sont pas tout seuls et que d'autres patients ont vécu le même parcours de soins. Mais ça peut être aussi des livres utiles pour leur famille, pour leurs proches, pour les aidants, pour leurs amis qui connaissent leur maladie et qui ne comprennent pas pourquoi ce patient, il est toujours fatigué, il ne veut pas sortir, et qui vont peut-être se remettre un petit peu en cause. Et donc, il y a un certain nombre de livres, et moi, je profite de l'occasion peut-être pour vous proposer, pour ceux que ça intéresse, de lire ce livre témoignage intitulé 5 ans de ma vie avec une Mickey, que je vous montre, qui a été écrit par Aglaé Hérault, et vous pouvez la contacter par mail, hein, c'est aglaé, aglae.hérault, hereaut@outlook.fr. Il y a un site aussi sur la page Facebook 5 ans de ma vie avec une Mickey. Et c'est vraiment un livre témoignage d'une patiente qui a eu une rectocolite hémorragique et qui raconte son parcours de soins. Ça va de l'annonce diagnostique, par exemple, où elle parle de comment ça s'est fait, au traitement
qu'elle a pu avoir en traitements médicaux, puis au traitement chirurgical, puisqu'elle a été opérée, avec la problématique de l'astomie, avec l'impact de la maladie au quotidien sur sa vie d'étudiante au départ, sur sa vie sociale, sur sa vie familiale, sur sa vie personnelle. Et je crois que elle décrit de façon très émouvante toutes les conséquences de la maladie, à la fois les conséquences physiques, psychiques, relationnelles, et c'est des pathologies, vous le savez, qui ont un grand impact sur cela. Et je crois que ce livre peut intéresser non seulement les patients, leurs familles, mais aussi même les soignants. Je crois que beaucoup de soignants devraient lire ce livre pour comprendre mieux le fardeau que les patients peuvent ressentir vis-à-vis de leur maladie, et donc mieux l'appréhender, notamment à la consultation, lors des prises en charge, et mieux comprendre parfois les réactions qui peuvent être difficiles des patients vis-à-vis d'une stratégie thérapeutique. Alors, est-ce qu'on a des questions, d'autres questions ? Est-ce que... Alors, j'ai des questions thérapeutiques. Comme est-ce que le médicament vedolizumab sera possible à la maison sous forme d'injection sous-cutanée comme d'autres traitements comme l'adalimumab? Alors, c'est vrai, peut-être pas tout de suite, mais il y aura une forme sous-cutanée qui permettra aux patients, à un moment donné, de faire son traitement à domicile et donc plus en perfusion à l'hôpital. Et je crois que plus largement, plus globalement, la prise en charge de ces maladies va peut-être devenir aussi plus ambulatoire, et tant mieux. C'est-à-dire qu'on a des nouvelles thérapeutiques qui arrivent, qui vont être des thérapeutiques sous forme d'injection sous-cutanée, avec parfois une induction sous forme d'une perfusion initiale pour aller vite, et puis ensuite un entretien par des injections sous-cutanées qui se font à domicile, ambulatoire, et qui ne nécessitent plus des séjours répétés en hôpital de jour. Et puis, on a des traitements oraux aussi. Il faut savoir que de plus en plus, ça va être des traitements sous forme de comprimés. Et ça, alors, c'est à double tranchant parce que finalement, c'est des traitements assez simples, mais c'est aussi des traitements qu'on va peut-être assez facilement oublier. On oublie de prendre son traitement parce qu'on va bien et qu'on se sent plus malade. Et là, pour le coup, ce sera peut-être pas si bien que ça parce que finalement, l'observance ne va pas être bonne. D'où tout l'intérêt de l'éducation thérapeutique à ce titre. Alors, autre question. J'ai des questions très variées. Le pyoderma est-il en rapport avec la rectocolite hémorragique? Ça n'a rien à voir avec l'éducation thérapeutique, mais pourquoi pas? Oui, c'est une manifestation sur la peau, le pyoderma. Et effectivement, lors de poussées de maladies inflammatoires, rectocolite particulièrement, on peut avoir des lésions sur la peau qui sont des lésions sévères, rares mais sévères, qui justifient et qui sont satellites d'une poussée sévère de la maladie qu'il faut prendre en charge de façon très adaptée et très rapide. Comment sont sélectionnés les patients ressources? Je vous l'ai dit, bénévolat, volontariat, pose de candidature, formation, et on y va, on co-anime si on se sent avec l'équipe d'éducation thérapeutique. Alors, pensez-vous que le CBD améliore les symptômes de Mickey? Alors, j'imagine que le CBD, je ne suis pas un grand spécialiste, mais j'imagine que c'est avec les dérivés du cannabinoïdes, cannabis en gros, pour les plus profanes. Est-ce qu'il améliore les symptômes des Mickey? Probablement que si autant de gens malheureusement fument du cannabis en France, et notamment dans nos jeunes, c'est probablement parce qu'il y a un côté relaxant, côté bénéfique en termes de symptômes. En plus, ces cannabinoïdes ont plutôt un effet antidouleur ou et puis anti-diarrhée. Donc, ils ont sur les symptômes, évidemment, peut-être un effet positif, mais finalement, il faut savoir que ça ne traite pas la maladie et que ça peut masquer finalement. On a moins de symptômes, on se sent mieux, mais la maladie, l'intestin inflammatoire, les lésions, les ulcérations dans le tube digestif, elles sont toujours présentes et finalement, c'est un pis-aller. On va aller mieux quelques minutes, quelques heures et puis la maladie, elle, n'est pas prise en charge. Donc, je ne crois pas que ce soit la solution à l'heure actuelle et même si on entend parler beaucoup du cannabis thérapeutique, peut-être que ce sera un jour quelque chose à évaluer, mais en tout cas, pour l'instant, les données ne sont pas du tout en faveur de cela dans nos maladies. Alors, si l'ETP n'existe pas dans l'hôpital dans lequel on est suivi, est-ce qu'on peut en bénéficier ailleurs? Cela paraît un peu inaccessible, bien que primordial pour mieux vivre avec sa maladie. C'est une excellente remarque et
je crois que maintenant, ça existe quand même dans la plupart des grands centres qui prennent en charge les maladies inflammatoires de l'intestin, que ce soit des centres académiques, universitaires, mais aussi des centres privés. Et donc, effectivement, quand on est, on peut demander à être adressé, notamment à son gastro-entérologue, de façon très simple, à ce qu'on soit adressé à l'équipe la plus proche de proximité qui, elle, interagit sous forme d'ateliers d'éducation thérapeutique. Donc, ça ne doit pas être un frein. Alors, il ne faut pas que ce soit trop loin, faut pas, mais finalement, vous avez compris que ce n'était pas non plus des séances intensives, hein, c'est quelques séances sur quelques mois. Donc, finalement, on arrive, même si on a une activité professionnelle assez intense, à se libérer du temps pour ces sessions qui jouent un rôle important. Donc, finalement, c'est tellement important pour la prise en charge de la maladie que je crois qu'il ne faut pas que ça soit inaccessible. Alors, c'est vrai qu'on a certainement dans tous les centres très peu une capacité de formation à l'éducation thérapeutique qui reste quand même très limitée. Et c'est peut-être ça la limite, c'est qu'à un moment donné, s'il y a beaucoup de candidats, parce qu'il y a un besoin important, on sera certainement limité par le nombre de candidatures et il faudra faire des choix stratégiques en termes de qui en a le plus besoin, même si c'est un peu dommage. Alors, est-ce que l'on connaît l'origine, la cause de la maladie de Crohn? Très bonne question, mais non, on ne la connaît pas, malheureusement. Alors, c'est là où les causes, peut-être, hein, parce que finalement, vous savez que ces maladies, la maladie de Crohn, c'est une maladie probablement assez hétérogène, et peut-être que ce n'est pas tout à fait la même cause. On sait qu'elle est liée à une prédisposition génétique, à une susceptibilité de l'environnement avec une réponse de l'immunité anormale à cet environnement, et la flore intestinale, le microbiote dans l'intestin joue certainement un rôle crucial à cet égard. Et puis, il y a des anomalies de la barrière intestinale qui servent d'interface entre l'immunité et la flore. On ne connaît pas la cause parce que sinon, on traiterait la cause et on guérirait cette maladie. Mais il y a des recherches et vous savez que, à ce titre, la Fondation Digescience soutient une grande étude qui s'appelle l'étude héroïque et je vous invite, si cela vous intéresse, à consulter sur le site www.digestscience.com notamment le docteur Gower Rousseau qui est responsable du registre EPIMAD qui vous en dira plus sur l'étude, sur l'intérêt de cette étude héroïque qui est là pour identifier là où les causes de la maladie de Crohn. Donc c'est une grande étude épidémiologique qui va s'intéresser non seulement à ce que l'on respire, ce que l'on touche, ce que l'on mange, ce que l'on inhale, ce que l'on ingère, et qui va peut-être nous donner, alors peut-être pas la cause, mais au moins des pistes. C'est-à-dire que finalement, peut-être que la piste, c'est une piste infectieuse, un microbe qui est en cause. Est-ce que c'est une piste plutôt un toxique, un pesticide, un polluant, un matériau, comme il y avait pu avoir à un moment donné l'aluminium, mais qui n'a pas été totalement confirmé. Enfin, en gros, nous donner une piste de travail pour comprendre la cause. Et évidemment, quand on trouvera la cause, on traitera la cause. Et là, évidemment, la maladie sera. Mais je crois qu'on n'est pas tout à fait encore à ce stade. Et beaucoup d'équipes travaillent sur la cause, sur identifier l'étiologie. Mais c'est extrêmement complexe parce que c'est extrêmement compliqué comme pathogénie de cette maladie en termes de multifactoriel. Je n'ai plus de questions. Si plus de questions, je pense qu'on va peut-être en rester là. En tout cas, je balaye un peu les questions que vous avez. Vous avez été nombreux en tout cas à vous connecter. Il y a aussi Christelle qui me disait est-ce que ces programmes d'éducation peuvent être menés en ayant une activité professionnelle et sur les horaires, sur les jours? Alors, on s'adapte. Il faut savoir que chaque équipe d'éducation s'adaptera aux horaires. Alors, c'est du sur-mesure, mais on va prendre en compte les horaires professionnels et évidemment respecter ceux-ci. Mais évidemment, ça prend un petit peu de temps, mais on s'adaptera sur les jours, sur les horaires. C'est quand même assez personnalisé. Donc, pas trop de crainte pour Christelle d'envisager ces sessions d'éducation.
En tout cas, il me reste à vous remercier tous d'avoir participé à ce webconférence sur la thématique de l'éducation thérapeutique. J'espère que ça vous aura intéressé. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée qui va probablement être très chaude comme ces derniers jours. Et puis, à très bientôt. Au revoir à tous.